Bienvenue à tous. C'est pas vraiment de la caractérisation, c'est de la caractérisation extrêmement classique de personnages. Ça n'a rien d'incroyable, on ne creuse pas le background. Ce que je trouve incroyable, c'est que Kirikou est parfaitement conscient d'être regardé par des gosses et le premier du bien à tout le monde, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais je me dis, enfin, Mais faut pas mais faut confondre pas réduire à ça en fait Et faut- le visionnage des gosses, quoi. il faut pas confondre légèreté et stupidité non plus, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Pour moi, je sais pas, la grande aventure Lego, par exemple, il a de la légèreté. Ouais, bah, le problème, ouais, mais le problème de la grande aventure Lego, alors j'adore la grande aventure Lego, je le trouve très très cool, mais il a un effet pervers parce qu'il me cringe beaucoup parce que c'est une pub. Oui. Et c'est dégueulasse. genre, ça reste une publicité. C'est chiant, mais c'est vrai. En vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai, mais t'as deux cas de situation. Soit ils te font une publicité et le film il est mauvais, soit ils te font une publicité avec un bon film, un bon scénario et des valeurs qui se tiennent. Donc quelque Ou part. alors ils font quelque chose d'original comme Kirikou, par exemple. Mais Hollywood et les productions originales, c'est compliqué. Bah oui, mais bon, tu veux vendre des Lego comment maintenant? Ah oui. Oh mon dieu, Lego Kirikou sur Wii. Ah, alors après, attends, si tu veux, je peux vérifier là tout de suite. Est-ce qu'il y a des Lego Kirikou? Ça va être Non, il y a pas de le truc. Lego. Non, je pense pas. Il y aurait la production. Oh mon dieu, il y a des choses à dire. Oh mon dieu, ça fait combien de temps qu'on parle et qu'on n'a toujours pas abordé ça? Il y a des choses à dire. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire, ouais, tu m'étonnes. Donc, ce qu'on peut dire, on peut commencer par le fait que Michel Oslo, après plus de 10 ans de chômage longue durée, où il avait alterné avec de temps en temps des cours d'animation pour les enfants et quelques courts-métrages, France 3 est enfin intéressé par l'animation après le succès de la série Tintin. Bon, malheureusement, France 3, voilà. Mais en tout cas, du coup, il y a deux, trois producteurs qui vont commencer à s'en intéresser. Et du coup, bah, Michel Oslo, il arrive à lancer son projet, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Qui, en plus de ça, il est né en France, Oui, dans le sud oui, de la oui. France. Mais il est né à Conakry, en fait. Il a vécu en Voilà, Guinée, il a ouais. vécu une partie de sa vie en Guinée, Guinée. ouais. Voilà, et du coup, c'est un pays qui ne l'a jamais quitté. Il avait envie de parler de cette région, de sa vie. Il avait De- envie. Et puis encore une fois, après avoir lu ce conte, comme je disais tout à l'heure, Voilà, oui. il a Il est tombé sous le charme. il a immédiatement imaginé. Il voulait faire un film sur l'Afrique et Kirikou était vraiment quelque chose de très personnel pour lui, quoi. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Oh que non. Parce que, de manière générale, en fait, Oslo, il s'entend bien avec les artistes, comme on l'a dit. Il s'est plutôt bien entendu avec son équipe, etc. etc. Ça se passait plutôt bien. Par contre, le film, en fait, il était financé par une armada de producteurs. C'est ça, il y en a eu 8 différents, quelque chose comme ça, je sais plus. Producteurs principaux, parce qu'il y avait des producteurs qui gravitaient autour et tout. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Et le problème, en fait, c'est qu'il y avait plein de producteurs, déjà, qui pensaient que le film en lui-même n'intéresserait personne. Alors, ils lui demandaient des trucs, mais complètement débiles. Alors, on lui demandait de changer le nom du film. On lui a demandé de changer le setting du film. On lui a demandé de changer tous les dialogues du film. On lui a demandé de changer la direction artistique du film. Bref, la totalité, quoi. Et dans les trucs vraiment plus hardcore, on lui a demandé d'éclaircir les peaux parce qu'elles étaient trop noires. Voilà. Parce qu'on peut pas s'identifier à des personnes noires. C'est selon la mentalité des producteurs. Résultat, qu'est-ce qu'a fait Michel Oslo? Il les a encore plus foncés. Et c'est un truc qui est magique avec Oslo, c'est qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. Quand on lui fait une remarque, il fait exactement l'inverse. Donc il va assombrir les peaux. Michel Oslo, il vous emmerde. Il dit fuck à l'industrie et il fait son truc. Ah, il fait son truc. Il en a rien à battre et c'est un truc que je trouve un peu cool. Il y a un exemple qui est très très cool pour son premier court-métrage, donc quand il sortait de sa première série, Gédéon. Donc c'est un court-métrage qui est de 79, Ouais. qui s'appelle Les Trois Inventeurs, qui est fait en papier découpé. Et il y a un truc qui est hilarant. En gros, il sortait de Gédéon et on se foutait de sa gueule parce que c'était du papier découpé. Et on disait, mais c'est les gamins qui font du papier découpé. Normalement, on dessine en fait. T'es un gamin. Condescendance absolue. Et plutôt que de se dire, ok, bah, je vais faire du dessin animé pour me faire remarquer, il a dit, ah ouais, eh ben, je vais faire un court-métrage en papier découpé. Et il a fait donc Les Trois Inventeurs, qui est disponible sur YouTube, que je vous conseille de regarder, qui est très court, hein, il fait 13 minutes, ou 17 minutes, c'est un truc comme ça. Et c'est très sympa. Et c'est magnifique. Enfin, c'est absolument sublime. Il prend le papier, il le déchire, il le gondole, il fait exprès de placer certains éclairages pour créer des ombres projetées et tout. Il le brûle. À un moment, d'ailleurs, il y a une scène de manifestation qui est utilisée avec des plans découpés qui ressemblent énormément à la scène du viol de Karabakh. Ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attends, mais les films, ils ont quasiment 30 ans d'écart. Enfin, ils ont quasiment 20 ans d'écart. Ouais. Et il y a autant de ressemblances entre ces deux films. C'est assez fou. Bref, et on retrouve tous les thèmes et tout. Et
Et cette scène en papier découpé, ça m'a fait beaucoup rire parce que il a gagné un BAFTA après. Et c'est c'est très drôle parce que du coup, l'industrie qui se moquait de lui justement à dire oui, bah, ton truc en papier découpé c'est pour les gamins, lui il a fait exactement l'inverse. Mhm. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il a produit Kirikou. Et du coup, bah, comme j'ai dit, bah, il a éclairci les peaux noires au moment où justement les gens disaient mais attendez, mais il y a un producteur qui était très relou qui disait que le film était obscène. Et il voulait tu sais, que les femmes soient habillées et que Kirikou Porte mette un slip. ou un truc comme ça, ouais. Ouais, mettre une culotte et Et que les femmes portent des porte des soutiens-gorge soutiens-gorge. Et il disait, mais alors moi je trouve ça obscène parce que ça veut dire que j'ai un problème avec la nudité. avec la Or, à nudité. l'endroit où j'ai grandi, les gens n'avaient pas de problème avec la nudité. Bah c'est ça. Donc du coup, ça ne fonctionne pas avec tout ce que je veux dire. Si je mets des soutiens-gorge, j'insulte l'Afrique. Oui, voilà, Ce qu'il dit, c'est ses mots à lui, quoi. ouais, c'est ces mots. Ouais. Et du coup, bah, c'était très, 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 très compliqué à faire valoir. Bien sûr. Il y a, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu le storyboarder. Oh Le là là. storyboarder, les producteurs, ils font appel à un storyboarder parce qu'ils aiment pas l'avancée d'Oslo, ils aiment pas le projet d'Oslo et tout. Donc, ils posent dire, ok, bah, on va te faire un scénar-image. Enfin, un scénar-image en français, c'est un storyboard en anglais. Voilà, bref. Voilà, oui. Donc, il va faire. Donc, vas-y, fais-nous un storyboard. Et le mec, il a commencé à faire un storyboard. Et il faisait un storyboard donc absolument magnifique, avec des effets d'ombre projetés, etc., 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 qui était beaucoup trop compliqué pour le budget du film, qui était Ouais. complètement impossible. Et après des semaines, Michel Oslo n'écoutait pas du tout les directives, il n'écoutait pas du tout le storyboard. Mais à un moment, il s'est rendu compte que les producteurs, quand ils allaient voir ça, ça allait vraiment être désastreux. Donc il s'est assis en face et il lui a dit: Tu es en train de détruire mon film, va-t'en. C'est Et ça. le storyboarder, très ambitieux sans doute, s'est rendu compte de l'horreur ce qu'il était en train de faire en fait. Et du coup, il a décidé de partir sans rien dire. C'était ce même storyboarder qui avait dessiné des trucs affreux sur les personnages, genre des gros pieds, des Oui, grosses oui, oui, lèvres, c'est vrai. Ouais. et qui vraiment faisaient Des caricatures des- racistes, genre c'est ça, ni plus ni moins des caricatures racistes en c'est fait. C'est ça, ouais. des personnages qui étaient complètement caricaturés de manière ultra vénère en mode journal colonial quoi. Et enfin, quand on entend les descriptions. Compliqué, voilà. C'est un peu l'ambiance dans laquelle Oslo essaie de réaliser son film quoi. C'est Voilà. Non waouh. seulement on le dépossède de son film, mais on en fait une vision complètement inversée. Oui, c'est vraiment où les producteurs pouvaient être ouvertement racistes avec le film d'Oslo et dire mais ton film, voilà, ça n'intéresse personne. Voilà, En gros. un film sur l'Afrique, ça va pas intéresser, ça va intéresser Même au-delà personne. de l'Afrique, c'est genre un film sur tout simplement des personnes noires, ça n'intéresse personne. C'est ça. Ouais. C'était vraiment l'idée que se faisaient les producteurs du film. Enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est extrêmement choquant. Bah déjà en même temps, Euh, quand tu regardes un peu la télévision française dans les années 90, t'avais encore mais un racisme banalisé. Quand tu regardes les publicités, le cinéma même des fois, les les émissions. pubs Excel 100 par exemple. Oui, ou le cahier, comment il s'appelle le cahier bref, super conquérant. Super conquérant. Voilà, les pubs Banania, il y avait encore un immense racisme banalisé. Oui, il y avait un racisme banalisé dans la société qui était assez vénère, il était Et, omniprésent. et encore, Voilà, on quoi. parle que de cette discrimination-là, mais toutes les autres l'étaient aussi. Hein. Oui, voilà, enfin, il y avait Michel Leb qui était encore un peu validé par la télévision, même si dès le début, hein, apparemment, ça avait posé problème. Mais Michel Leb était encore validé par la télévision, donc Mm. voilà. Mais voilà, donc effectivement, déjà, tu veux mettre des personnages uniquement noirs, bah, ça va pas intéresser les producteurs, ça va pas intéresser France 3. Et Donc, encore aujourd'hui, mais ce que je trouve incroyable, c'est un film qui a lutté pour sa diversité, pour la diversité au cinéma français. Et c'est encore un film qui aurait été compliqué à produire aujourd'hui quand on voit l'état des productions actuelles. la vérité, c'est que oui. Genre, je vais donner un exemple très simple. Je vais donner l'exemple de l'histoire de Soleiman de Boris Lochkin. Je sais pas si enfin, quand il a gagné donc je sais plus, il a gagné le prix du jury à Cannes Ouais, ou le prix de la l'interprétation. Palme d'Or, non? Ah non, peut-être prix Je crois que c'était d'interprétation. je sais Ah, plus, je crois que c'était le prix du jury. Je sais plus, mais en tout cas, il a fait parler de lui. Oui, il a fait parler, enfin, en tout cas, il a été sélectionné à Cannes, il a gagné des prix à Cannes. Quand il a gagné des prix, autant l'analyse est intéressante et il y a des trucs à dire. Je trouve que c'est un film où il y a des trucs à dire en bien et en moins bien. Mais par contre, et un truc vraiment qui était assez perturbant, c'était le retour donc d'une partie du public.
parce qu'il mettait en scène un Guinéen. Et c'est tout, en fait. C'est tout. C'est genre, ah bah c'est encore un film qui parle des étrangers qui va gagner des prix. On en est encore là aujourd'hui, dans l'absolu, encore compliqué à produire aujourd'hui. Probablement, je vais pas non plus faire comme si c'était là, probablement moins compliqué qu'à l'époque, hein, mais ça aurait été un film beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué à produire, qui était beaucoup plus compliqué à produire à l'époque, mais qui aurait été encore compliqué à produire aujourd'hui quand on voit le retour public et quand on voit les commentaires de certains producteurs sur le film en général, sur l'histoire de Suleiman. Bah, C'est un film qui a des trucs bien, qui a des trucs moins bien à dire, je trouve. Voilà, c'est comme plein de films, c'est pas un film parfait, mais il n'est pas analysé par son fond. Il est analysé parce que le personnage principal est noir et guinéen. mhm. Et c'est très très grave. Et ça Ah ouais. explique comment est-ce que Kirikou, encore aujourd'hui, n'aurait jamais pu voir le jour. Ah, tu sais, hein, des fois, quand tu vois que le racisme est encore très présent en France et que tu te dis un film comme Kirikou, ou plutôt le nom comme Kirikou peut être utilisé comme une insulte raciste par des gens vraiment mal intentionnés, C'est tu te vrai. dis, bien sûr, ça m'est déjà arrivé d'en entendre. Putain, Tu l'horreur. dis, ouais, il y a un problème là. Bah, je veux dire, tu as des insultes Putain. racistes envers des personnes noires, tu les appelles Kirikou, comme tu appellerais une personne qui souffre de nanisme, tu l'appellerais, je sais pas, passe-partout, quoi. C'est absolument abject, quoi. Donc, Waouh. Ok, voilà. ouais, d'accord. Ouais. Bienvenue dans les pays des droits de l'homme et des citoyens. Putain, ouais. J'espère que Compliqué, vous êtes ravis de l'être là, alors que nous parlons ici de culture à la base. ouais. Ouais, voilà, ouais. Non, Mais, mais c'est- mais rappelons-nous cette règle fondamentale, le cinéma est politique. Oui, tout est puis dans l'absolu, Et tout est tout est politique. politique. Mais oui, non, enfin, effectivement. Bah, de toute façon, on parlait de Kirikou, ça allait forcément être plus politisé. Matrix 4 a été politisé. Oui, Et mais c'était aussi un podcast politique dans Matrix 4 l'absolu. est Donc, politisé aussi, bien entendu. ça explique un petit peu comment Oslo, en 98, 18, puis avant du coup, parce puis qu'il a même mis avant. 4 ans, je crois, à le produire. 6 même, je crois. Oui, oui, c'est vrai, je crois que c'est 6, tu as raison. Et donc, c'est dire à quel point il a dû galérer sa grand-maman. Bah, déjà que tu te dis, la production du film se partage entre je sais pas combien de pays, la France, le Luxembourg, la Lettonie, la Hongrie, la Guinée, le Sénégal, je sais pas quoi. Il a vogué à travers les quatre coins, enfin au moins 2 des 4 coins du monde ou je ne sais quoi pour faire le film. Mais il a pas dû dormir de la nuit, mais de je sais pas combien de temps, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc intéressant aussi qu'on n'a pas souligné pour la complexité de la production, c'est que vu que le film était produit au Luxembourg, en Belgique, en Lettonie et Et en animé Hongrie, animé en Hongrie, en Lettonie et en Lettonie. Hongrie, du coup en fait Oslo passait sa vie dans un avion. C'est ça. Genre il passait sa vie à faire des allers-retours en avion à travers l'Europe pour pouvoir justement gérer la production. Et on était bien sûr, c'est évident ce que je vais dire, mais on était à une époque où bah, le télétravail était impossible Oui. sans téléphone, j'ai envie de dire. Mhm. C'était le maximum que tu pouvais donner, quoi. Téléphone et fax. Donc voilà, c'était complètement impossible. Et Internet encore moins, du coup, ouais. Oui, bah, Internet n'était pas aussi bien démocratisé, donc voilà, ça n'avait rien à voir. Voilà, c'était encore à l'époque où il fallait se démerder, quoi. Oui, il fallait se démerder, et du coup, il était obligé d'être présent un peu de partout pour surveiller ce qu'il y avait C'est- à faire. Et c'était un chaos absolu. Voilà, voilà. Voilà. Et que le gars n'a jamais baissé les bras. Oui, il n'a Alors jamais baissé les que bras. Et ça a été compliqué aussi avec Youssou N'Dour. même Youssou N'Dour, il a dû se battre. Parce que Youssou N'Dour, donc, à la base, déjà, il était obligé de se battre pour la musique. Parce Ouais. qu'on lui disait, bon, t'es bien gentil avec tes trucs là, mais nous, la musique, on veut que tu la fasses à Paris. Et je trouve l'hypocrisie des producteurs absolument abjecte. Enfin, les producteurs qui, dans l'ensemble, avaient un problème avec un film pour enfants qui parle de personnes noires, vont te balancer sans pression. La musique n'a pas de couleur et donc tu peux très bien le faire à Paris. Voilà. Ce que je trouve d'une hypocrisie absolument abjecte Qui disait un peu pareil aussi de parler de la sur musique. les Ouais. accents. Et j'avais vu une critique tout à fait similaire. Et alors là, il y en a qui vont bondir leur chaise parce que tout le monde n'aime pas Ring. Mais je pense que là, je vais parler d'un film dont tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était un classique instantané. J'avais vu des critiques de Mommy de Xavier Dolan. Mhm. Francophone qui disait des trucs du genre moi j'arrive pas à rester sérieux en regardant le film plus de 2 minutes à cause des accents québécois. Bon voilà, on a la maturité qu'on mérite, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. C'est très méchant, mais je suis désolé, c'est un peu vrai. Je suis désolé, encore une fois, soyons méchants avec les personnes méchantes. Nous ne sommes pas tous Kirikou.
Non, c'est pas vrai. Exactement, tu as tout à fait raison. Mais si, tu as un peu raison. On Non est mais, pas... non mais sérieux, faites un peu des efforts, bande de gamins, quoi. Bah voilà, Qu'est-ce qu'il c'était vous faut? vraiment. Mais alors là, j'ai pris des exemples sur Internet. Donc bien sûr, Internet, c'est la fête du slide, comme d'habitude. Mais encore une fois, voir des producteurs des années 90 réagir exactement de la même manière en entendant les acteurs parler à l'époque. Voilà. Et je les citerai tout à l'heure, les acteurs. Et c'est des acteurs qui ont du bagage. Hein. C'est des acteurs pro pour la plupart. Donc c'est quand même un peu compliqué de venir les tester en mode ouais, votre doublage, il est pas parfait parce qu'on entend trop votre accent. Alors que c'est des acteurs d'envergure nationale et internationale. Hein. Donc voilà. Hmm. De manière générale. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, non, bah. Pour la musique, effectivement, donc il y a eu un conflit donc d'abord avec les producteurs, puis après avec Ouais, Youssou N'Dour, tout simplement parce ouais, que Youssou N'Dour était très réticent à l'idée de faire la musique, ouais. pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voulait pas faire la zik parce qu'il il n'utilise pas du tout d'instruments. Maintenant, il utilise des synthétiseurs et tout. Alors, je rebondis un peu vite fait, j'en reparlerai, mais j'ai écouté du coup plus de Youssou N'Dour parce que tout le monde a entendu au moins 7 Seconds, je pense. C'est tellement un classique, voilà. Ouais. Genre, je suis tombé sur la vidéo l'autre jour pour le machin, elle a 200 millions de vues sur internet. Bah, c'est Genre, une des chansons les plus cultes des années oui, c'est 90, une des quoi. chansons les plus cultes des années 90, donc tout le monde connaît. Mais de manière générale, ouais, donc j'ai essayé de gratter un peu plus dans tout ce qui était Mbalar. C'est une bête, genre, waouh, c'est hyper impressionnant ce qu'il fait. Voilà. Je sais pas si il y a une volonté de, mais de la musique. Du coup, quand on écoute un peu ce qu'il fait, c'est une version très moderne en fait. C'est avec des synthétiseurs, avec des guitares électriques, avec voilà quoi. C'est de la composition de Mbalar avec des instruments modernes, ce qui est complètement évident en vrai. Mais du coup, quand du coup, il est un peu rentré en incompréhension face à Oslo qui lui disait bah non, je veux des instruments Ouais. traditionnels, ce qui est un peu compréhensible. Et le film s'est miraculeusement sorti, sauf que bien sûr, quand un film veut pas être produit et tente d'être saboté par tous les moyens possibles imaginables, va trouver un distributeur. Voilà. Donc, zéro distribution. Personne ne veut faire d'affiches, personne ne veut passer de publicité à la télé, rien. Pas de bande-annonce. Le film, il allait, comme il le dit lui-même, il allait finir dans un carton. C'est ça. Et il a commencé à essayer de démarcher des gens et tout. Et puis, il y a un jeune distributeur indépendant de Lyon. À Lyon, ouais. Il y a un distributeur indépendant de Lyon qui n'avait pas une thune, mais il connaissait un peu tous les petits cinémas indépendants de la ville, en fait. Et Mhm. enfin, tous les petits cinémas indépendants. Il connaissait les dirigeants des boîtes de cinéma de la ville, en fait. Et du coup, il va réussir à les convaincre de faire fonctionner le film par bouche à oreille, sans retirer le film dès la première semaine, même s'il fait de mauvais chiffres, pour laisser le bouche à oreille se faire. Et pas de publicité, hein. C'est Ouais. juste une affiche posée. Première semaine, quasiment personne dans la salle. Au bout de 3 semaines, salle comble. Au bout de 6 semaines, des fils qui parcourent la rue, qui C'est ça. parcourent les rues entières. Et c'est ainsi qu'a commencé la distribution nationale de Kirikou. Et miracle, c'est un film qui a réussi à sortir, mais pas juste dans un cinéma, voilà. Il a réussi à sortir en fait. C'est assez Ouais. incroyable. Sans méthode de distribution, Sans aucune méthode C'était le début de l'ère d'Internet. Ça se faisait de distribuer sur Internet. Pas de distribution par Internet. En Ça se faisait de 98. pas en France, mais aux États-Unis, ça commençait à se faire. En tout cas, on peut imaginer que ouais, enfin, ça devait être assez incroyable pour Oslo qui a tellement Galéré. galéré. Ouais, Ça devait être un soulagement. Déjà, un soulagement de se dire, le film, il est enfin en salle. Et ensuite te dire, le film est un succès. Peut-être pas colossal, mais un succès absolument inattendu, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, Et après, tu te dis, avec fierté, alors les gars, ça intéresse pas les films d'animation français où on voit des noirs dedans? Eh ben si, ta gueule du con. Je veux dire, il y a toujours justement, je trouve, ce problème de faire subsister les films, de les distribuer correctement. C'est un problème qui subsiste même encore oui, aujourd'hui, en plus. Ouais. à te dire, par exemple, moi, un truc que j'aime énormément, c'est un peu le cinéma de genre français, de science-fiction, d'horreur aussi. Et à chaque fois, je me dis, mais punaise, pourquoi est-ce que des films comme ça, alors qu'on n'a pas l'habitude d'en avoir, les producteurs, les distributeurs, ils les foutent maximum 3 semaines dans une cinquantaine de cinémas en France? Bah oui, comment voulez-vous que les films aient du succès et qu'ils puissent exister? Bah justement, laissez le bouche à oreille se faire. Bah du coup, le cinéma d'animation,
a pu avoir un certain progrès vis-à-vis de ça grâce à Kirikou, mais on peut pas dire que ça soit non plus à chaque fois des gigantesques succès. Ça a été un peu mieux parce que par la suite, il y a eu, je sais pas, les triplettes de Belleville, Ouais, il y bah, a il y a eu, Sylvain, bah, justement, je l'allais dire. voilà, En fait, il y a eu Persépolis, il y a eu le Château des Singes, il y a il y a eu eu. le Château de Singe, j'ai eu le Chat du Rabbin. Quand Michel Slow dit grâce à moi, j'ai pu ouvrir les portes, c'est pas tout à fait vrai, je tiens à le dire. Il y a un peu trois quatre dates à retenir. Il y a un peu genre l'arrivée des aventures Tintin, Ouais, qui est un peu un premier déclencheur. Le deuxième déclencheur qui a ouvert la porte pour le cinéma de manière générale d'animation, c'est pour dire ça peut marcher, il faut investir dedans. Et ils ont commencé à investir dedans, c'est avec Kirikou. mhm, Il y a une autre date. Il y a une autre, j'ai dit trois dates, mais il y a une autre date aussi. Il y a eu le succès du voyage de Chihiro, oh putain, qui bah oui, changeait oui, complètement de ce que proposait Disney. Le bien voyage de sûr. Chihiro a été un carton absolu quand il est sorti dans tous les pays où il est sorti. Et juste après, Sylvain Chomet, pareil, un illustre inconnu, débarque avec les triplettes de Belleville. Et les triplettes de Belleville, je dirais que c'est le dernier et définitif déclencheur, avec, pour la série d'animation, la principale production d'animation en France, qui est Ankama Studio. La fondation d'Ankama Studio, qui est à peu près à la période où les triplettes de Belleville sont arrivées, avait débarqué avec Wakfu. Il y a une industrie qui tourne. Alors oui, bon, ok, Mutafukaz a bidé, le film Dofus a fait a bidé, etc., etc. Mais il continue à en faire Ankama. C'est pas ce studio qui a fait Code Lyoko Non, ou rien à voir. non, rien à voir. Bon. Alors, en tout cas, je me dis, tu vois, Code Lyoko, ça aussi, c'est vraiment typiquement de l'animation française qui, justement, a eu du succès. Je connais beaucoup de personnes, il me semble notamment toi, qui sont aficionados de Code Ah non, non, Lyoko. pas du tout, je suis pas aficionados de Colyoko. Ah, J'étais gosse et on en parlait à la cour de récré, mais c'est à peu près tout, quoi. mais c'est vrai que beaucoup de personnes de notre génération se disaient waouh, punaise, c'était trop bien Code Lyoko, c'est français, c'est aussi un peu. J'ai l'impression que cette série a aussi participé, comment dire, à, à- à- au succès un peu plus grand, justement, de l'animation française. De nos jours, aujourd'hui, en termes d'animation française, t'as Miraculous, par exemple. Ah oui, bah c'est le plus gros truc. Et puis je suis dire, bête, je parle de Miraculous, mais j'ai oublié, je sais pas, Total Spice ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est français, ça. Donc, Ouais, les productions marathon. Alors, ouais, bon, marathon. Ouais. c'est quand même pas la même qualité. Et Non, je mais. pense vraiment, moi je maintiens. Et ça vient après la vague Tintin. Je pense que c'est des trucs qui sont venus parce que Tintin existe, Martin Mystère et tout le bordel. C'est bien après, hein, c'est 10 ans après, un truc comme Oui, ça. oui. Mais je pense que le dernier qui a fait dire, c'est Ankama Studio, qui, je le rappelle, a eu pendant une période des visites de Takahata, Watanabe et Satoshi Kon quand même dans leur studio pour bosser potentiellement sur des projets avec eux au Japon. C'est plus le studio marathon qui fait du Total Spies histoire de divertir les gosses avec des petites aventures. Non, non, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Et je pense vraiment que la dernière date, dans l'enchaînement, je pense que ça serait Ankama Studio. Ouais. Après, bien sûr, tu en as eu d'autres. Bien sûr, tu as eu le Chat d'Urbain, comme je disais, Sylvain Chomet, il a sorti encore un film l'année dernière. Il a sorti L'Illusionniste aussi, qui a très très bien marché. C'est Sylvain Chomet qui a fait le Géant du Rabbin. Non, qui a pas fait le Chat du Rabbin, qui a fait le dernier, là, le 2025, qui a fait Marcel Monsieur Pagnol. Aujourd'hui, les films d'animation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ils sont sélectionnés au Festival de Cannes, par exemple. Mais oui. Donc voilà, il y a bien sûr, il y a Red récemment qui a bidé sa mère, mais les critiques sont absolument élogieuses. Et si vous devez le voir, vous le regardez, je te remercie, c'est grâce à toi que je l'ai vu. Il y a Mars Mars Express, Express. bien sûr, qui est absolument fabuleux. Bref, il y en a plein des films absolument géniaux d'animation, bien sûr français. Et le fait que cette industrie existe aussi, ça permet à plein d'artistes de. Moi, ce que je retiens, parce que j'en ai pas grand chose à carrer des chiffres de l'industrie de la France en général, Oui. ça m'intéresse pas vraiment. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que des artistes puissent librement s'exprimer en bossant pour des studios et ce genre de choses. Et c'est vraiment, 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 vraiment très, 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 très cool. Faudrait que je regarde un jour. Même Enki Bilal s'y est mis. Je veux dire, voilà, Oui. il a fait adapter, il a adapté La Foire des Immortels en animation dans les années 2010, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je dois bien l'admettre, j'aimerais bien me mater un jour les triplettes de Belleville. Je sais C'est même. fabuleux, les triplettes de Ouais, je Belleville, sais ouais. même pas de quoi ça C'est parle mon film et d'enfance. ça a l'air vraiment fabuleux. C'est un petit, c'est une espèce d'aventure complètement barrée dans une espèce d'univers un peu kafkaïen autour d'un champion de cycliste qui vit, enfin d'un futur champion cycliste qui a embrigadé dans un complot
et sa mère qui essaie de le retrouver pour le protéger. Enfin, c'est complètement, c'est vraiment assez stylé. Et la direction artistique, elle est unique en son genre pour le coup. Enfin, ça ne ressemble à rien d'autre. Et j'aime beaucoup les triplettes de Belleville. J'ai moins aimé l'illusionniste et j'ai encore moins aimé malheureusement Marcel et Monsieur Pagnol. Hmm. Marcel et Monsieur Pagnol, j'ai trouvé d'un classicisme assez inintéressant. Et l'illusionniste, j'ai trouvé que c'était un très bel hommage à Jacques Tati. Parce qu'en fait, en gros, le principe de l'illusionniste, c'était un scénario. Apparemment, je ne connaissais même pas le film avant de le voir comme ça par hasard un jour à la télé. Et en gros, l'illusionniste, j'ai appris plus tard que c'était un scénario de Jacques Tati qui n'avait jamais pu être réalisé. En gros. D'accord, Et ouais. donc, le personnage de l'illusionniste, c'est complètement Jacques Tati. Genre, il a la même gueule, il a le même nez, il a le chapeau et tout. C'est très drôle. Et, mais mais c'est moins intéressant que les triplettes de Belleville. Il y a une espèce de fraîcheur, une espèce de folie dans les triplettes de Belleville. Mais je sais pas, même des trucs moins intéressants. Moutafoukaz, alors malheureusement, j'ai pas lu la BD, tout le monde m'a dit que c'était vachement moins bien que la BD, mais c'était pas incroyable. Mais j'ai passé un bon moment. Je me suis dit, Ouais, on fait des hommages à Akira maintenant. ouais. Tu vois, et c'est un film un peu, voilà, c'est un film un peu connu maintenant, voilà. Et puis bah, quand même, je veux dire, on parle d'animation aujourd'hui, mais techniquement, en France, on a. Bah, il y a Illumination Studio, par exemple. Oui, il y a une Illumination Studio. C'est pas rien, c'est une grosse boîte quand même. Ah bah c'est même actuellement la plus grosse boîte d'animation possible, imaginable. Bon, alors Illumination Studio, c'est malheureusement c'est un studio, je trouve, qui prime beaucoup sur la forme et pas sur le fond. C'est des Oui, films très un très peu très débile. fades, un C'est un peu peu débile. débiles mais qui. Alors techniquement, visuellement, par exemple, quand tu regardes, je sais pas, Super Mario Bros le film. Par exemple. Quand tu regardes on est passé de Kirikou à Super Mario Bros le film quand même. Il y a une voilà un downgrade. Mais mais quand tu regardes Super Mario Bros le film, c'est un film qui n'a pas grand chose à dire dans l'absolu à part c'est un film Mario. Mais c'est un peu les meilleurs possibles techniquement dans les effets visuels, dans les effets de lumière en 3D et tout. Ouais, C'est vraiment assez ouf ce qu'ils font quand même. ouais. Non, je trouve vraiment sincèrement que Super Mario Bros. Le film était vraiment une prouesse de simplicité, tellement tu te dis, l'adaptation est casse-gueule, que faire? Bah, une quête du héros. Bah oui. C'était Oui, la meilleure chose à faire. Et j'irais peut-être même jusqu'à dire, Super Mario Bros. Le film est peut-être possiblement le meilleur film de Illumination Studio. alors, Ouais, j'aime pas trop ce qu'ils font de manière générale. ouais. T'as moi, J'en ai vu plein en plus. ouais, t'as moi moche et méchant qui est sympathique, et puis bon, t'as les mignons. Il y a Ouf. comme un chien aussi. Ah oui, comme des bêtes, c'est ça? Comme des bêtes, ouais, Ouais. c'est ça. J'aime C'est- pas trop non plus. Mais Putain, est-ce que j'ai vu j'ai vu comme que des le bêtes? premier. Ah si, j'ai vu le deuxième. Alors le deuxième était encore pire. Ah oui, j'ai vu le premier. Ouais, bon, Mais voilà, ouais. c'est con, quoi. Et puis les mignons, c'est vraiment archi con. Et je reconnais que quand j'étais allé voir ça au cinéma, mais je pleurais de rire tellement c'était débile ou Oui, que c'est c'était débile, ouais, que c'était en mode brainless. Je me suis dit, allez, vas-y, j'ai l'impression de regarder les lapins crétins ou un truc comme ça. Bah, il Mais y en a un dernier que je trouve vraiment cool, à la limite, c'est d'Illumination Studio. Tous en scène ou Sing dans son titre original. C'est pas exceptionnel non plus. C'est cool, ça couche ouais. En fait, c'est un peu comme Super Mario Bros. Le film, ça coche un peu. C'est un peu une série de très bonnes décisions de production. Je pense que Illumination a des producteurs d'une compétence extraordinaire en vrai, qui savent parfaitement cibler ce que veut le public, quand et comment. C'est assez incroyable. Comment l'investir, où taper. Ils sont très doués pour ça et ils sont très doués aussi parce que la technique. Encore une fois, le problème c'est que dans le fond, Mm. c'est des films très vides. Ouais. C'est des films qui ont rien à dire. Alors que bon, c'est sûr que tu regardes un Sylvain Chomet, mais c'est difficile d'intéresser des Sylvain Chomet. Le truc là, c'est qu'on parle aussi, la cible n'est pas pareille. Sylvain Chomet, il s'adresse à des adultes. Oui, ouais. Et c'est grâce au triplet de Belleville qui tape un peu toutes les cibles qu'après il a commencé à essayer de. Enfin, Marcel et Monsieur Pagnol en tout cas s'adressent aux adultes. C'est pas du tout le cas de l'illusionniste et le triplet de Belleville. C'est tout public, mais c'est du cinéma un peu plus ambitieux au niveau du texte narratif, quoi. Ouais, Plus ambitieux qu'Oslo. je vois ce que tu veux dire. Mais c'est quand même fou de se dire qu'il y a à ce point-là une difficulté de faire du cinéma d'animation en France, parce que je veux Bah, dire, plus maintenant, maintenant. enfin non, Il y en a 3 ou 4 qui sortent par an oui, oui, maintenant. oui, Donc, c'est vrai, plus maintenant, mais durant les années 90, oui, début 2000, parce que je veux dire, ça date pas non plus d'hier de faire du cinéma d'animation. Je veux dire, dans les années 60-70, bah, il y avait bah, les adaptations d'Astérix, de Lucky Luke, t'avais même Tintin, le Lynx Requin, des trucs comme ça. T'avais, ouais, mais c'est des adaptations de BD certes, et t'avais Astérix et. la planète sauvage, t'avais Gandar, t'avais. Ouais, mais non, mais là, alors, tu cites soit des films de niche, Oui, soit Astérix et Tintin. Les lecteurs d'Astérix et Tintin. Alors, Tintin, c'est pas tout à fait vrai, mais les lecteurs d'Astérix, c'était des enfants. Pilote, oui, c'est un magazine pour enfants de base. ouais.
ou pour pré-ado, quoi. Donc, du coup, bah, Astérix dans l'idée, alors c'est tout public parce que c'est super bien écrit, que c'est très drôle et que c'est très très bien et que c'est très bien découpé et machin. N'importe quelle analyse de BD vous dira que c'est quand même super stylé Astérix. Enfin, en tout cas, les BD du haut Goscinny et Uderzo. Maintenant, tu cites la planète sauvage, Mais qui a bidé en plus, il me semble. mais qui a bidé horriblement. Ça Enfin, a horriblement bidé. C'est vrai que je cite ça, mais bon, je me rends peut-être pas compte de ce que je dis, mais c'est vrai que ça a horriblement bidé. le Et pareil, Le Roi et l'Oiseau, je crois Voilà, j'allais dire ça le avait roi et bidé. l'oiseau voilà, il a essayé de l'adapter mais pendant 20 ans, Ouais, 30 ans, un ouais, truc comme quelque ça. chose comme ça. Et c'est un truc mais qui est sorti en 80, qui a été très très bien reçu. Qui a été très 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 bien reçu, mais enfin qui a été très bien reçu. Donc qui a pas été très bien reçu. Il a été reçu dans certains festivals, mais il y a la critique mondaine, la Mhm. critique un peu plus, la critique mondaine, les cahiers du cinéma par exemple, l'a défoncé. Mais l'a défoncé, a humilié le film, a dit que c'était un film à haïr. Aujourd'hui, il l'encense, mais comme un peu tout le monde à l'époque. Je vais donner un exemple un peu précis. Le Roi et l'Oiseau, c'est un peu le même délire que Toy Story avec Télérama et puis les critiques en général. Le cinéma Toy Story, c'est quand même. Ça va, j'ai pas peur de dire que c'est quand même vachement cool, quoi. C'est absolument génial. Mais le délire cinéma en image de synthèse était vu comme quelque chose de maléfique. Et perdre la nature du cinéma, faire du faux, société postmoderne, on revient à ce délire-là, avec que du fait, que du fait, que du fait, rien de vrai. En même On- temps, on- le cinéma, c'est du fake, c'est un mensonge, le cinéma, c'est de l'illusion. C'est une illusion, ouais. Alors que ce soit fait en image de synthèse ou en prise de vue réelle, c'est toujours une illusion. Il y avait vraiment une peur en fait avec les images de synthèse et ce genre de choses. Et Toy Story s'était fait défoncer par une partie de la critique uniquement pour ça. Aujourd'hui, Toy Story est encensé par la critique. Le Roi et l'Oiseau, après quasiment 30, plus de 30 ans, je crois 40 balais, un truc comme ça, à avoir essayé d'être produit, il s'est fait défoncer. La planète sauvage, il est sorti dans l'indifférence absolue. C'est une espèce de film qui a marché par le bouche à oreille de cinéphiles complètement machin, qui aujourd'hui est marqué comme quelque chose comme un classique de l'animation des années 70, Ouais. mais qui n'intéressait personne en fait. Hmm. Donc ouais, non, le cinéma en France à l'époque, avant, ils avaient beau en faire, ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait pas les producteurs, ça n'intéressait pas l'industrie, c'était quelque chose de niche en fait. C'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'on a quand même un certain savoir-faire à faire de l'animation, quoi. Ça, c'est beau, quoi. Oui, en tout cas, ça date, et puis même au-delà du savoir-faire en France, enfin, je veux dire, tous les pays font de l'animation aujourd'hui, ils Oui. ont leurs propres industries, voilà. Il y a quelque chose aussi qui... enfin, Même Patrice Lecomte a fait de l'animation. oui, c'est Ah, vrai, et je l'ai jamais vu, la boutique du suicide, le magasin des le suicides, magasin ouais. des suicides, ça a Je l'air trop bien, je l'ai ouais. jamais vu non plus. Oui, je l'ai, la boutique des suicides, c'est vrai, ouais. Mm. Ouais, je l'ai sur ma watchlist d'ailleurs, ouais. Même Yann Kounen, dans 99 francs, te fait des séquences Fait une animées. petite séquence d'animation, ouais. Ouais, mais Yann Kounen, il provoque. Oui, oui, Il provoque. Quand il fait ça, c'est de la provocation. Et je le trouve absolument fantastique. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que 99 francs, malheureusement, n'a pas le succès qu'il mérite. Moi, je suis très très fan de 99 francs. oui. Bon, Mais c'est un extraordinaire film ultra sous-coté, hein. moi, je le trouve. Oui, enfin, sous-côté, sur-côté, voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et je comprends pas trop les travers qu'il y a avec 99 francs. Même si c'est un film, effectivement, qui est quand même un peu vulgose. Ouais, Voilà. bah, en même temps, Yann Kounen, il a la subtilité d'un camion-ben aussi, donc bon. Oui, voilà. Mais c'est ça qu'on aime Mais chez oui, Yann Kounen. moi j'adore le côté irrévérencieux et gros gamin de Yann Kounen. Mais Entre 99 francs et Doberman, voilà quoi. Oslo le dit, pour en revenir un petit peu à l'animation de manière générale, Oslo le dit depuis, alors c'est pas tout à fait vrai, je maintiens, grâce à lui, on a 3 films d'animation par an qui sortent. C'est pas tout à fait vrai quand on regarde les chiffres, en fait, c'est plutôt un peu après. En fait, c'est le temps que. Ah, en fait, il y a un public, le temps qu'ils se rendent compte, et puis que Kirikou et les bêtes sauvages sortent, Ouais. et que, comme je viens de le dire, les triplettes de Belleville raflent tous les prix à l'international, et que le voyage de Chihiro cartonne en France. Voilà, Il y a, là, ok, d'accord. il y a eu Persepolis de Marjane Satrapi, Avec, je crois, maintenant, il y a Persepolis, bien sûr, ouais, qui a eu. Que j'ai toujours pas vu, j'aimerais beaucoup le voir aussi, qui est très bien, qui a beaucoup fait Persepolis, parler qui de est très, lui, très je crois, à cool. Cannes aussi, ou au César, je sais plus, mais pareil, qui a beaucoup fait Qui est parler très de beau, lui. très puissant, ouais, qui parle enfin, c'est une adaptation extrêmement osée en fait, de parler d'un sujet si sérieux
dans un média qui est un peu boudé par la critique, c'était extrêmement osé, mais cette dose de surréalisme était vraiment nécessaire pour le thème abordé, et je trouve ça assez extraordinaire. Ouais. Il y a le chat urbain qui est vraiment très très bien. Il y en a vraiment plein. Il y en a un autre. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait un magnifique hommage à Goscinny avec Alain Chabat enfin c'était l'histoire du petit Nicolas ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a les films Le Petit Nicolas qui sont superbes. Il y a eu un super film, c'était donc ça met en parallèle la relation que Sampé et Goscinny avaient avec le petit Nicolas, et c'est un film qui est très très beau, c'est un film biographique qui est très très beau et qui stylise beaucoup l'animation, et de manière générale je trouve que les biopics manquent de stylisation, et pour donner un exemple, pour moi un biopic devrait plus ressembler à The Doors de Oliver Stone que à je ne sais pas moi, à Gandhi d'Attenborough par exemple. Donc du coup, c'est vrai que là, en l'occurrence, on a quelque chose de vraiment surstylisé, d'un petit peu. Il utilise, c'est l'intérêt en fait de l'artiste, de l'intérêt du procès de l'animation. Quand tu choisis de faire de l'animation, tu le choisis non pas pour faire du réel, mais pour faire du surréalisme en fait. Et le grand méchant renard aussi qu'on a eu, que Ah, j'adore. c'est trop bien le grand méchant renard, super drôle. Qui est, C'est très très drôle. qui est tellement drôle en plus d'avoir des idées touchantes. Et même une patine, une patine d'animation qui est vraiment pareil, très simple, même avec des couleurs qui débordent du trait, mais justement ça fait aussi partie du charme du truc. Ouais. Il me semble que c'est une BD à la base, mais je suis pas sûr. Mais, D'accord, mais c'est vrai, ok. mais c'est superbe, c'est vrai qu'on a eu ça, j'ai oublié. Mais- Pareil, ça demande un peu de recul, parce qu'on là on a mélangé animation 2D, animation 3D, tout ça. Oui, c'est Non vrai. seulement c'est des procédés techniques différents, mais c'est des procédés techniques tout aussi pertinents que l'argentique ou le numérique. Et fondamentalement, c'est complètement n'importe où. L'animation en volume, bien sûr. C'est complètement. Bah, t'avais Ma vie de courgette, par exemple. Genre, qui a cartonné, un truc de fou. J'ai complètement oublié, mais Ma vie de courgette Ma en, vie de en stop motion, en pâte à modeler, c'était Ouais, en merveilleux volume, ouais. ce film-là. Voilà, parce C'était que en merveilleux. disant animation en volume, j'y ai pensé. Mais voilà, bah, par exemple, Ouais. Il y t'as a eu excellente. T'as eu Ernest et Célestine Ernest et aussi. Célestine, je vais le dire justement. Puis tu as aussi J'ai perdu mon corps, qui était vraiment très, 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 très bien. Punaise, quel beau Euh, film aussi, J'ai c'est- perdu mon corps. Il y en a plein, il y en a plein. Maintenant, il y a une vraie industrie autour de ça, Ça fait et plaisir. ça permet un petit peu à l'art de se diversifier, et c'est très important. Ouais. Surtout dans une quête complètement absurde. On essaie de tendre le réalisme pour s'éloigner de tout contexte réaliste. Ça n'a aucun sens, en fait, la situation dans laquelle évolue le cinéma de manière générale et l'art. Et là, on retrouve quelque chose. Et on est obligé de. Il faut regarder du cinéma d'animation 2D, du cinéma d'animation 3D et du cinéma d'animation en volume pour retrouver de la sincérité. Mais Ça n'a aucun sens, en fait, parce que ça Ça. n'est pas de la captation en prise de vue réelle. Mais on retrouve plus de sincérité dans ces métrages-là, finalement. plus Globalement. d'ingéniosité, plus de créativité. Oui, plus de créativité, oui. On trouve plus de sincérité dans les intentions d'auteur, Ouais. dans les impressions, parce que c'est surréaliste, et du coup, Ouais. les gens peuvent traduire leurs pensées directement. Avril Donc, et le c'est- monde truqué, ils ont réussi à faire 2 tours Eiffel dans un monde steampunk. C'est trop bien. Voilà, on vient de citer plein de films très très cool. Donc, si vous avez une mauvaise image du cinéma d'animation, parce que les derniers films que vous avez vus c'était Buzz l'éclair et Les Mignons 3, bah voilà, vous avez un peu d'autres pistes qui sont en plus pas forcément à ambition démesurée de divertissement international, qui peuvent être très très cool. À l'équipe. On va passer un peu à l'équipe, donc bien sûr on va commencer par Michel Osselot, qui est français, il est né en 1943, il a grandi à Conakry en Guinée, c'est ce qu'on disait, puis bien sûr il a vécu un grand choc lorsque dans sa vie il était obligé de retourner en France. Ça a été une espèce de décalage assez effroyable qui l'a beaucoup marqué. C'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma. Comme je viens de dire, il est né en 1943. C'est très important parce que ça veut dire que quand il réalisait donc la série Gédéon en 1976, la série TV, il avait déjà 33 ans. Et quand il a réalisé Les Trois Inventeurs, il en avait 36. Et donc quand il va réaliser Kirikou, il en avait 55. Et c'est assez important pour voir un petit peu le parcours. Certes, il a réalisé son premier long métrage en 1955, mais il a fait plein d'autres trucs en fait pendant les années 70-80. Comme je viens de le dire, il a commencé avec Les Aventures de Gédéon en 76, Les Trois Inventeurs en 79. On peut noter sur les Trois Inventeurs, il y a beaucoup de choses à dire. Il double avec Michel Elias. Donc, si vous savez qui est Michel Elias, par exemple, c'est Pumba
dans Le Roi Lion. Non, voyons. C'est sa première collaboration avec Christian Maire. Christian Maire que vous pouvez retrouver pour la grande majorité de ses longs métrages en composition. C'est un film fait en papier découpé, comme je l'avais expliqué, pour lequel il a reçu un BAFTA. Il avait pas reçu un Oscar ou un César aussi pour ce film? Pas pour ce film, Pas pour un pour film ce qui va venir après. D'accord. Il a reçu donc un BAFTA il a reçu un BAFTA et puis bon, c'est très intéressant. En plus, je vous conseille de le voir. Comme je disais, il est sur YouTube et vous pouvez, au-delà du fait que c'est très très beau, vous pouvez voir à peu près tous les thèmes, l'obscurantisme face au savoir, la marginalisation, les superstitions. Le feu, parce que c'est le feu revient énormément dans ce film, dans tous ces films, enfin dans tous ces films, j'ai pas vu tous ces longs métrages, mais il revient dans Kirikou, il revient dans Azur et Asmar et tout. Il y a un truc avec le feu. Euh, on peut noter aussi qu'en 80, donc il enchaîne avec plusieurs courts-métrages, Les filles de l'égalité. En 82, La légende du pauvre bossu, pour lequel il a eu justement un César du meilleur court-métrage. Ensuite, Les quatre vœux, Les contes de la nuit, qui ont été redistribués des années plus tard en long-métrage. Les contes de la nuit, à la base, c'est 3 ou 4 épisodes voilà, qui ont été fusionnés ensemble pour faire un long métrage des années après, une fois que Kirikou est sorti. Ils se sont dit, mais en fait, on peut l'exploiter. Et puis, on voit qu'après 92, il était en train de bosser sur Kirikou parce qu'il n'y a plus rien jusqu'à Kirikou en 98. Mhm. Il enchaîne avec Prince et Princesse en 2000. 2005, c'est la suite de Kirikou. Qu'il a fait parce que tout le monde le saoulait avec il faut faire une suite à Kirikou. Et honnêtement, c'est pas ouf Kirikou et les bêtes sauvages. Je suis pas très fan. Comment tu m'en parles? Ça a l'air de se voir que c'est un film qui a été fait parce que on te le demandait. Donc que tu t'es pas trop investi dedans. En tout cas, tu t'es moins cassé la tête. C'est pas ouais, il s'est beaucoup moins cassé la tête, c'est moins ingénieux, c'est un film moins ingénieux dans la manière de découper, beaucoup plus académique. Et il y a un autre truc aussi avec Kirikou et les bêtes sauvages que j'aime peu, c'est que alors assez intéressant, ça parle de la nature et de l'environnement. C'est le thème principal du film, d'où le nom Kirikou et les bêtes sauvages. Le petit problème, par contre, qu'a Kirikou et les bêtes sauvages, c'est que c'était une proposition de série télé transformée en long métrage. Donc, du coup, c'est des courts métrages complètement indépendants des autres. Quand tu Ouais. regardes Kirikou et la sorcière, c'est un film. C'est un long métrage, tu as plusieurs événements, t'as plusieurs... Et à chaque fois que tu passes comme à des fragments de contes, comme à des chapitres dans un conte, que tu Mhm. pourrais lire comme par exemple, je sais pas moi, le Petit Prince par exemple, tu passes de chapitre de conte en chapitre de conte, mais tu as un fil rouge. T'as un chapitre où on dit bon finalement Il fait pousser des lieu légumes. voilà au lieu de poursuivre sa quête, bah il fait pousser des courgettes, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui vole des légumes qu'on fait pousser. C'est Mhm. sûrement la sorcière. Eh ben non. Ah, ok, d'accord. Ah non non non, rien à voir avec la sorcière, c'est que il fait une pause et puis bon voilà. Il Ouais, fait mais pousser ça des parle de trucs. la sorcière. Ça parle de la sorcière. Ah ça parle Ça quand parle de même. Karaba qui est antagoniste. Genre par exemple, évidemment, je crois que donc les légumes qu'ils essaient de faire pousser sont volés par dessous. Et c'est forcément Maléfice de la sorcière. Je suis vraiment pas fan de Kirikou et les bêtes sauvages. J'ai pas lu les bouquins. Par contre, apparemment, les bouquins sont vraiment pas mal. C'est ce qui a un peu poussé Oslo à dire ok, d'accord, je vais faire un film. Mais enfin, j'ai Putain, lu les bouquins, malheureusement. J'ai lu les bêtes sauvages et j'ai lu Kirikou et la sorcière en livre. Mais j'ai pas lu les bouquins genre Kirikou et la Louve, je crois, des trucs comme ça. ah oui, il me semblait avoir vu passer le truc Kirikou la Louve et je me suis dit tiens c'est pas un film ça? Non bah faut croire non. Non, c'est un bouquin en fait. C'est un bouquin. Il y en a plusieurs. Enfin, c'est des petits. C'est un recueil de. C'est un petit truc où tu as plusieurs recueils de contes, enfin des petits bouquins pour les gosses quoi. Ok. Écrit par Oslo lui-même. Et D'accord. puis Ok. donc en 2006, il attaque Azur et Asmar, Ouais. et qu'il faut pas non plus négliger, parce que Azur et Asmar, c'est encore une fois un film complètement dingue où l'animation 3D c'est pour les Américains. Bah ouais, mais moi en fait j'aime pas l'animation 2D parce que c'est chiant. Donc je vais faire l'animation 3D. Et Azur et Asmar, c'est un déclic qui va dire à l'industrie, bah en fait en France on sait faire de l'animation 3D. Ouais, je Donc vois. Azur Asmar, c'est vraiment pas rien. Alors, c'est un film qui a un problème encore plus... enfin, c'est encore plus grave en fait que Kirikou et la sorcière. C'est que Kirikou et la sorcière a une animation qui est intemporelle parce que l'animation 2D est intemporelle. De manière générale, l'animation 2D vieillit extrêmement bien. Voilà. L'animation 3D vieillit très vite. Et du coup, tu te tapes des décors faits même en 3D, hein, mais des décors ou alors incrustés, c'est des éléments de 2D incrustés sur la 3D qui sont absolument magnifiques. Et les textures des personnages,
catastrophique. Mais avec le temps, ça a très très mal vieilli et c'est même parfois un peu limite regardable. Ouais. Mais par contre, c'est un film très très classe sur les différences, sur accepter. Enfin, ça reprend tous les thèmes, machin, sur la différence. C'est un film sur la différence de Jurassic Park et que j'ai vu au cinéma aussi. Ouais. Que j'ai Bah, vu au cinéma aussi, qui était très très chouette pour le coup. Mais alors lui pour le coup je l'ai pas vu. Lui pour le coup je l'ai pas vu, mais je me souviens avoir vu passer des bandes annonces de ce film au cinéma. Je me suis dit ah ça a l'air sympa. Quand même, c'était un événement de ouf, Azur et Asmar, au moment Ouais. après le succès de Kirikou et les Bêtes Sauvages. Azur et Asmar était vraiment très attendu, il a cartonné au box-office, enfin Ouais. voilà, ça s'est très très bien passé quoi. Mais, puis après, il a donc enchaîné avec Les Contes de la Nuit en 2011, que j'ai pas du tout vu, je connaissais pas en fait, avant de travailler dessus. Il y a Ivan Tsarevitch et la princesse changeante que je n'ai pas vu, et puis j'ai vu Dilili à Paris. Mhm. Qui était vraiment très chouette aussi. C'est quand même celui que j'aime le moins de Oslo. Mhm. C'est pas tant que ça se passe à Paris, tout ça, parce que c'est un hommage donc à la ville parisienne. C'est tout pareil en fait, c'est les thèmes abordés et tout, mais l'ambiance m'intéresse moins. Il y a moins ce côté. Il y a moins ce côté, je vais directement aux fondamentaux. Il y a un délire un peu plus mélodramatique que j'aime moins dans Dîner à Paris. Voilà. C'est un film un peu plus classique, quoi. C'est un film qui fait preuve de beaucoup plus d'académisme et je suis moins fan de Dîner à Paris. Et puis en 2022, il sortait Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse à quasiment 80 ans. Voilà. Donc à 79 ans, il sortait donc son dernier long métrage. Et je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça vachement cool. Il a réalisé un clip pour Björk. Pour Björk. Ouais. Qui s'appelle. C'est le clip de Earth Intruders. Voilà. Je D'accord. me suis dit, ok, d'accord. Ce mec, il est cool. Et en plus, au milieu de tous les films cool qu'il fait, il a réalisé un clip pour Björk. C'est plutôt cool. Et puis, bon, je vais dire un truc un peu pas très intéressant, mais je me dis, putain, il a 80 ans, tu le vois en interview aujourd'hui, il les fait pas du tout, quoi. Il y a un truc qui est vraiment cool en plus avec Michel Oslo. Alors, si vous vous intéressez à Michel Oslo à l'issue de ce podcast, ou peut-être que vous vous intéressez de base à Michel Oslo, je ne sais pas, YouTube c'est quelqu'un qui adore parler aux médias. Donc du coup, il parle à des conventions. Il y a un truc, il y a un truc très intéressant qui s'appelle le portrait de Michel Oslo, le portrait. C'est un documentaire de 40 minutes réalisé durant la production des Jurassic qui est très 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 intéressant. Il y a les interviews de Combini qui sont tombées, il y a des interventions à des festivals. Vous pouvez voir la rencontre entre Michel Oslo et Isao Takahata en convention. Vous pouvez voir plein de choses. C'est quelqu'un qui est très 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 présent. C'est quelqu'un qui adore parler avec son public, qui aime parler de son art. C'est quelqu'un qui adore parler de son art. C'est quelqu'un qui parle extrêmement bien. Alors oui, je suis conscient qu'il peut paraître un petit peu arrogant parce que il a quand même une certaine présence et il est parfaitement conscient de son talent. Mais c'est quand même quelqu'un de particulièrement passionnant à écouter. Moi, je créerais pas spécialement à l'arrogance parce que je me dis, quand on a chié pendant je sais pas combien de temps pour faire Kirikou, par exemple, je pense qu'au bout d'un moment, quand le succès arrive enfin, la reconnaissance arrive enfin, tu te dis, franchement, je suis quand même content de parler de mon travail et du coup, c'est un peu une libération, quoi. Moi, je Donc, crois que ça, moi, je crois que ça a toujours été, mais c'est pas qu'il est arrogant, hein. C'est juste qu'il est très talentueux. oui, Il le sait et du coup, il le sait. C'est pas grave. C'est pas grave en soi du moment que ça empoisonne pas ses collaborations. Tout va bien. non, C'est non, quelqu'un non. visiblement qui a des collaborateurs extrêmement fidèles depuis des décennies, hein. Voilà, c'est. Je répète un petit peu. Il y a un musicien quand même qui bosse avec lui depuis 79, donc Mhm. c'est quelqu'un qui doit être assez cool dans la vie de tous les jours. Voilà. Ouais, en plus, je veux pas lancer une balle perdue et me mettre à dos une certaine communauté, mais Michel Oslo, il sait qu'il a un certain talent, mais ça lui bouffe pas la tête. C'est pas Alexandre Astier, par exemple, qui lui a un melon surdimensionné, quoi. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Là, on est mort là. Là, demain, il y a Red sur l'enregistroscope. Là, c'est Bon, terminé. tant Bon, pis. après, ça fera un effet Streisand, hein, peut-être. Hein. Peut-être que du coup, d'un coup, là, on va passer de 10 vues à 100 000 vues. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces enfoirés, là? Non, mais je comprends un petit peu sur Alexandre Astier. Après, Alexandre Astier, c'est un peu particulier aussi. À vrai dire, moi, les personnages, je les rapprocherai un petit peu, mais je te rejoins. Je te rejoins un petit peu quand même, parce que voilà. Je veux dire, s'il a de l'arrogance, Michel Oslo, franchement, il a le droit. Mais surtout, il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est que Michel Oslo, malgré tout ce qu'il a fait, si on doit le comparer à Alexandre Astier, il a moins d'impact auprès du public de manière Bah, générale en fait. ouais. C'est assez étonnant, alors qu'il a bercé l'enfance de 3 générations en fait.
Bah, c'est ça. Et puis... Voire peut-être que et je suis convaincu de ça parce que les aventures de Gédéon, du coup j'ai gratté un petit peu, c'est un peu culte auprès de la génération de nos parents. D'accord. Donc, Faudrait que je regarde en fait, il ces a peut-être courts-métrages. 4 ou 5 générations. Je tenais à dire tout à l'heure que quand je parlais de visionnage avec quelqu'un de jeune, en fait, j'ai tout simplement regardé, j'ai fait une séance test. Ma fille l'avait déjà vu, ma fille a 5 ans. Et donc, j'ai voulu voir donc Kirikou avec ma fille pour regarder ses réactions. Et c'est un film qu'elle a parfaitement compris et qu'elle aime beaucoup et dont on parle ensemble. Et elle me fait des références à Kirikou régulièrement. Et c'est un film qui l'a marqué à nouveau, elle également. Donc, c'est un film qui va à nouveau traverser une nouvelle génération. Et je trouve ça extraordinaire de voir que ce film est intemporel. Voilà, c'est vraiment un film intemporel et de manière générale, Oslo, comme je viens de le dire là, c'est un cinéaste qui a marqué, qui est en train de marquer une 5e génération de son empreinte. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il marque tout le monde. Il est présent dans les médias, il aime parler de ce qu'il fait, et pourtant, dans l'imaginaire collectif, il a moins d'empreinte que quelqu'un comme Alexandre Astier. C'est étrange, hein? Ouais, bah, on le met moins sur un piédestal exagéré, disons. On prend le bonhomme comme il est. On le met moins sur un piédestal. Voilà. Et encore une fois, après, je comprendrais que quelqu'un le trouve un petit peu arrogant. Moi, je le trouve absolument fabuleux. Je le Moi, trouve je le très trouve. intéressant. Franchement, je le trouve Franchement, pas je me dis, arrogant du tout. moi, j'ai envie de lui ressembler, quoi, un petit peu. Je Bah, me bien dis, sûr, putain, ouais, le mec, non c'est. seulement il a jamais abandonné l'art, peu importe les difficultés. Il est Le tout. mec, il a passé des années au chômage, il faisait des courts-métrages de temps en temps et il savait pas, machin, mais il préférait vivre dans la précarité plutôt que d'abandonner l'art. C'est un modèle. Le mec, il a galéré et il est toujours resté lui-même, toujours intègre. Et justement, et tu le vois, et genre dans l'interview par exemple que je viens de dire, le portrait de Michel Oslo, le mec il parle de son film, il parle de Kirikou, il parle de plein de choses comme ça, il parle de ses premiers films, et tu le vois faire du roller dans les rues de Paris à 60 ans. Et je trouve ça trop stylé en fait, c'est tout. Je me dis, mais C'est putain, mais j'ai envie de génial. lui ressembler. Ils sont bas les couilles de tout. Mais C'est oui. un mec, tu lui marches sur le pied et dit, oh, et le mec il lui dit, tu me marches pas sur le pied, je fais ce que je veux. Et c'est cool en fait. Il pète le style un peu, genre Michel Oslo. Je le trouve trop cool, moi. Il est libre. Il est libre, absolument libre. Et le thème de la liberté, enfin voilà. C'est quelqu'un, et il le dit même en fin d'interview, dès qu'il peut placer, genre faites ce que vous voulez, ne vous fiez pas aux contraintes, ne vous fiez pas aux institutions, etc. etc. C'est. Allez, est-ce qu'on l'associe encore aux libertaires? Non, parce qu'on l'a déjà fait avec les Wachowski, mais enfin, il y a un peu de ça aussi, quoi. Il y a un peu un délire un peu libertaire derrière le cinéma de Michel Oslo. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout des institutions, il s'en fout de n'importe quoi, et je trouve ça extrêmement stylé. Oui. Voilà. Je te rejoins Il- totalement sur la question. C'est vraiment le genre de cinéaste auquel on a envie de s'identifier, pardon, et qu'on a envie de ressembler, quoi. Ouais, un petit Se- peu, ouais. se C'est dire, genre, il est libre, il fait ce voilà. qu'il veut, Je- il s'est battu. Alors, il On, a pas l'air on- d'avoir, ça a pas l'air d'avoir. Je vais pas non plus dire que sa vie a l'air d'être envieuse ou j'envie sa vie ou je sais pas quoi. Non, 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 mais faut c'est pas envier juste. sa vie, mais juste se dire, je préfère galérer 15 ans pour faire un film qui te plaît plutôt que de dire, ah bah finis-moi 190 millions pour faire de la chiasse, quoi. Voilà, ouais, enfin, faut en avoir la force et la possibilité. J'en suis parfaitement conscient et Faut une sacrée voilà. force de caractère. Faut une sacrée force de caractère. Faut en avoir la possibilité. Faut avoir les armes. Faut avoir les outils. Mm. Et Il il a envoyé chier France 3. il a envoyé chier S'il France te 3. plaît, quoi. Il a envoyé chier France 3 et, parce qu'il voulait faire une série télé auquel lui il s'en battait les couilles. Genre il disait mais j'en ai marre des séries télé, j'ai fait de la télé déjà, j'en ai marre, je veux faire du film pour le... J'en ai marre de la télé, ça me saoule. Je trouve ça cool. Et je trouve ça très très cool. Et il fait du roller à plus de 60 balais et il continue à faire des longs métrages alors il a dépassé les 80 balais et c'est trop cool. Voilà. Ouais. Voilà pour Michel Oslo, un homme fort sympathique. On peut enchaîner donc un peu avec le casting. Donc j'ai noté, pardon pour la prononciation, j'ai cru comprendre que c'était donc c'est un nom wolof. Je suis désolé, je ne saurais pas le prononcer. J'ai dû faire des recherches pour prononcer Mbalar correctement. Là, ça va être un peu trop compliqué pour moi. Le doubleur de Kirikou, Doudou Gueye Tiaf. Je pense que ça se prononce, et je suis vraiment désolé Non, si ça se prononce pas comme ça. Ça a l'air d'être ça. Voilà, j'en suis désolé. Donc il est né au Sénégal. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé sur lui.
Tout ce que je peux dire, c'est que visiblement, il se retirait de la vie publique. Simplement. Voilà, donc voilà. Mais voilà, performance plutôt acceptable. Donc on va parler de Karaba, qui est quand même par contre une actrice un peu plus grand Renommée. public, oui. Ouais. Hawa Sensar, donc sénégalaise, une actrice de théâtre réputée, et c'est elle qui gère le théâtre national de Dakar. Donc voilà quand même. Et c'est une figure active dans les milieux de la poésie, de la littérature belge. Elle a une espèce de club mondain en Belgique où il parle de poésie. Donc c'est plutôt une personne intellectuellement reconnue dans le milieu de la francophonie, dans le milieu du théâtre et de la poésie francophone. D'accord, ah oui, quand même à ce point-là. Bah déjà, juste gérante du théâtre de Dakar, Oui, du théâtre national de Dakar. Ouais. c'est quand même, Théâtre national c'est quand sénégalais. même un gros pôle, quoi. Ouais, On peut le dire, on peut ouais, le ouais, dire. quand même. Ouais. C'est comme si, je sais pas, t'étais le directeur de l'Opéra Garnier de Paris, Bah, en équivalent, oui. en équivalent. C'est exactement ça. On peut enchaîner donc avec Memouna Ndiaye qui double la maman de Kirikou. Actrice et réalisatrice extrêmement connue au Burkina Faso. Elle a notamment reçu le prix FESPACO de l'interprétation féminine en 2015 pour Le du Cyclone qui avait été, il me semble, sélectionné à Cannes. Le grand-père Robert Liensol, un comédien de théâtre et un comédien de doublage très réputé. Bon, je l'ai noté parce que c'est Sartre, mais il a commencé dans un téléfilm où il jouait le fugitif, l'un des personnages principaux de l'adaptation de La Putain respectueuse de Sartre. Voilà. Et, je suis un fanboy, bah voilà, j'ai placé ça, mais c'est assez cool. C'est très très cool, La Putain respectueuse. Et puis il fait apparemment un caméo. Il fait un début, de la figuration dans la scène du restaurant de Playtime de Jacques Tati. Oula, d'accord. Et bon, bah, Playtime, voilà, c'est un classique. Mais c'est surtout que c'est un acteur qui est habitué à travailler avec Christian Lara. Ok, il a travaillé sur 4 de ses films: Coco la fleur, Vivre libre ou mourir, Sucre amer et Pas ni problème. Mais surtout qu'il a tourné dans les classiques de Med Hondo. Ah, Voilà, et bah, c'est pas n'importe qui, Medondo, quand même. C'est un peu. C'est l'un des cinéastes français euh, les plus importants de la fin du XXIe siècle, puisqu'il a quand même réalisé Sol et Eau et West Indies, qui sont réputés parmi les meilleurs films de l'histoire du cinéma français récent. C'est l'un des acteurs phares en fait de Medondo, Robert Liensol. j'avais complètement zappé que Medondo était Oui, réalisateur parce aussi. qu'il est connu pour doubler l'âne dans Shrek, qui est Bah, Eddie Eddie Murphy, Murphy, évidemment. Eddie Murphy, et pas Euh, seulement. Pour moi, Medondo, c'est vraiment un comédien de doublage. c'est un Mais très bon comédien de doublage, mais c'est surtout que c'est un cinéma militant pour la cause noire française, oui, et c'est le plus important. d'accord, Voilà. ok. Et West Indies est réputé pour être l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma dans ce domaine, en fait. Voilà, voilà. Et puis je notais que Robert Liensol, il a doublé Morgan Freeman dans Miss Daisy et son chauffeur, dont Que j'ai toujours pas vu. que j'aime pas trop, mais voilà, que je trouve voilà, pas ouf. Mais bon, voilà. Miss Daisy et son chauffeur. Ouais, mais j'avais du coup pas le nom du coup de celui qui double le grand-père, mais j'ai entendu la voix, je me suis dit, tiens, cette voix, je l'ai C'est un entendue doubleur dans. connu, hein. C'est un Voilà, doubleur connu, ouais. je l'ai Ouais. entendu dans plein de films, il me semblait. Donc, Et puis, bon, j'ai noté quand même la musique. Parce mhm, que, genre, s'il y a une personne connue, particulièrement connue dans tout le reste, c'est Youssou N'Dour. Vous mhm. avez tous entendu au moins, je pense, Seven Seconds. Enfin, c'est un classique des années 90, comme tu me l'as dit en Mhm. début de podcast, quand on discutait en off. Un carton planétaire absolu, un double disque d'or, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Bon, je crois que ça m'a même été platine ou je sais pas quoi, Platine, c'était ouais. un carton de fou Et furieux. 200 millions de vues actuellement sur YouTube, voilà, c'est un. Mais c'est également Youssou N'Dour, le roi du Mbalar, donc qui est la musique traditionnelle Wolof, qu'il a complètement réadapté. C'est un musicien sénégalais d'envergure internationale, docteur honoris causa de l'université de Berkeley à Valence en Espagne, récompensé par un Grammy Awards par son double disque d'or Égypte, une des principales figures du Grand Bal de Dakar, l'un des plus gros concerts d'Afrique de l'Ouest qui est annuel. Il a sorti récemment un album en 2025 qui s'appelle Éclairer le monde, dont j'ai entendu des pistes et qui est plutôt stylé, franchement. Mhm. Et c'est un monument vivant de la culture sénégalaise. C'est peut-être l'un des plus grands représentants de la musique, l'un des plus grands musiciens ouest-africains. Et pour être un peu plus recentré, de manière générale, le plus grand musicien sénégalais vivant, je pense.
Voilà. Et que tu te dis qu'il est connu à travers le monde entier, Oui, quoi. oui, oui, bien sûr. C'est... Je sais pas. Genre, j'ai entendu Seven Seconds il y a genre un mois à la radio encore. Donc, oui, évidemment. Ouais. Ouais. C'est, Je veux dire, c'est pas comme si c'était, je sais pas, un artiste qui vient des États-Unis, ou de la France, ou d'Angleterre. Et c'est ce qui aurait pu se faire si c'était si à Paris, Voilà, voilà. il avait fait la musique à Paris, tu vois. Mais Ouais. non. Youssou N'Dour qui vient du Sénégal et qui arrive à percer à travers le monde entier, c'est, je sais pas, aussi fabuleux que, je sais pas, Bob Marley qui nous vient tout droit de la Jamaïque, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et Il fait rayonner, ses cultures à travers une culture qui est overloadée de la culture sud-est asiatique et occidentale principalement, bien sûr. ouais, Donc, au milieu de tout ce climat ultra anxiogène, bien sûr, il y a des musiciens internationaux qui arrivent à percer, puis qui ont du public, bien sûr, culturellement, mais voilà. Et je note que, juste comme ça, j'ai écouté donc un petit peu de l'album Éclairer le monde et un peu l'album M'Ballar. Et franchement, c'est méga stylé. Ça s'écoute très très bien. Putain, il y a une maîtrise dans les instruments. Enfin, en tout cas, je pense que voilà, ça peut être vraiment très très cool ça peut être très très cool, ça peut être très très cool à écouter. Truc plus gris, par contre, petit commentaire politique, il est proche du président Macky Sall, du président sénégalais Macky Sall. Ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. je ne fais pas partie des gens qui savent de quoi tu parles. Ouais, voilà. Si vous connaissez un petit peu Macky Sall, vous comprenez pourquoi être proche du président, c'est un peu gris. Voilà. Euh, et puis voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour l'équipe. Autour du film,